À voix haute, à voix mystérieuse. Texte de Jérôme Fouquet. La voix du crime. Épisode numéro 8. Le besoin de vengeance me ronge de l'intérieur. La tranquillité ne me sera offerte que le jour où je punirai Aaron. Ma vie a basculé par sa faute. J'ai perdu l'estime de ma fille qu'il me faudra du temps pour reconquérir. Aaron a disparu. Il a déserté les services de police, a rendu son pavillon versaillais. Ne lui connaissant ni famille ni enfant, j'ai passé en revue tous mes anciens collègues du 36 pour imaginer qui pourrait me guider vers lui. Mes recherches ont été infructueuses. Le scélérat s'est volatilisé, coupant tous les ponts avec son ancienne vie. Un aveu de culpabilité. Seul Sylvain, un grand type coincé qui œuvrait comme technicien en identification criminelle, a pu m'orienter. Il a croisé l'oiseau rare 3 mois plus tôt dans un train qui le menait vers le sud-ouest de la France. Ils ont discuté quelques minutes, mais Aaron, visiblement peu à l'aise, n'a pas prolongé la conversation. Il a évoqué de nouveaux projets loin de la police, a quitté le train en gare de Bordeaux où il devait passer quelques jours de vacances pour faire le point. Son souhait semblait de quitter la France et s'installer à l'étranger, restant vague sur un futur point de chute et sur les nouvelles activités qu'il souhaitait mener. Connaissant un peu l'individu, je pencherais pour une diversion. Les chances sont importantes qu'il se terre quelque part sur le territoire. Il veut brouiller les pistes au cas où on voudrait le retrouver, ce en quoi il a parfaitement raison. Je sais aujourd'hui que ma prochaine étape pour atteindre l'équanimité passe par le sud-ouest de la France. Mais avant de pouvoir poursuivre mon enquête personnelle, je dois en mener une nouvelle à titre professionnel. Le directeur de production d'une émission de télécrochet, victime d'un chantage, m'a contacté ce midi au moment où j'attaquais une tranche de filet mignon. Il se nomme Jean-Luc Desmarais et assure la gestion budgétaire, la préparation et le bon déroulement de la célèbre émission La plus belle voix. Personnellement, j'ai dû la regarder une fois ou deux, mais je sais que ma fille Serena en est mordue à tel point qu'elle ne me répond pas le vendredi soir, agglutinée derrière le petit écran comme des millions de téléspectateurs délectés de suivre l'ascension de parfaits inconnus qui rêvent tous d'enregistrer un album de musique, Sésame promis aux vainqueurs. Moi, c'est Matt de Brain. Après avoir chanté 20 ans dans l'orchestre de la police, j'officie désormais dans la modeste chorale des détectives privés. J'ai perdu en prestige ce que j'ai gagné en tranquillité. Monsieur Desmarais me convoque urgemment dans les studios d'enregistrement de l'émission à la Plaine Saint-Denis. J'essaie d'en savoir plus, mais il ne veut rien me livrer de plus par téléphone. Il tente de m'appâter avec la promesse d'une juteuse rémunération si je réussis à coincer le maître chanteur. Pas sûr d'être intéressé par une affaire d'intimidation liée au showbiz. Je lui confie que je suis spécialisé dans la résolution de meurtres et d'enlèvements. Devant mon scepticisme, il dégaine un argument massu, 2 places dans le public pour les demi-finales. Je pense à la réaction extatique de Serena devant la promesse d'assister en live à son émission favorite. J'accepte la proposition, avale rapidement un bout de fromage, puis enfourche mon scooter sans prendre le temps de savourer mon habituel ristretto. La Plaine Saint-Denis, coincée entre les communes d'Aubervilliers et Saint-Ouen, offre un espace babylonien de 2 hectares dévolu à des plateaux télé nouvelle génération. Je ne perds pas de temps à trouver les studios de La plus belle voix, visibles comme un éléphant au milieu d'une rizière. 5 grands studios, reliés par une surtoiture, façade en verre et panneaux de polycarbonate. J'imagine qu'un grand soin a été apporté aux matériaux pour favoriser l'acoustique. Je me dirige vers l'entrée du studio L1, qui doit flatter les stars. Un tapis rouge bordé de pots de fleurs menant à une double porte vitrée, encadrée de fines colonnes couleur crème et de grands panneaux de verre aux couleurs de Zik TV, la société qui produit l'émission. Clinquant à souhait. Je pénètre dans un hall classique, quelques agents de sécurité font les 100 pas et une hôtesse d'accueil à la mine pimpante m'annonce que le directeur va venir me chercher. On aurait dit le siège d'une banque internationale. L'argent n'est peut-être plus là où l'on croit de nos jours. Mon interlocuteur se présente moins d'1 minute après mon arrivée. Sa célérité me donne une première indication sur la gravité de son problème. Quarantenaire de petite taille, cheveux courts et visage buriné par un métier stressant, Monsieur Desmarais masque son inquiétude derrière une affabilité exagérée, souriant nerveusement à chacun de ses employés. Nous empruntons un escalier puis traversons un épais couloir jonché d'écrans TV, de baby-foot et de canapés où s'affalent des jeunes en t-shirt basket, casque sur les oreilles et canette à la main. Le producteur m'explique que ce lieu de dépravation correspond en réalité à un endroit où les talents se détendent avant leurs auditions de l'après-midi. Il m'avoue que certains d'entre eux croient jouer leur vie sur les quelques minutes dévolues de passage télévisuel.
La direction a donc mis à leur disposition un espace de détente pour leur permettre de se concentrer sur leur performance vocale. Un job a même été créé, le Talent Angel, pour accompagner les candidats dans l'aventure et répondre à leurs moindres desiderata. Un genre de factotum moderne prompt à trouver une masseuse en milieu d'après-midi ou une barre de céréales en plein milieu de la nuit. Pour la plus belle voix, il s'agit de Robin, un Toulousain bondissant qui rassure par une bonhomie et un entrain naturel. Il me le présenterait bien, mais il est parti en quête d'un talent qui a disparu dans le dédale des 5000 mètres carrés des studios. Nous nous posons dans le bureau du directeur qui s'enquiert de la boisson dont j'ai envie. Je pencherais volontiers pour un ristretto, mais impressionné par le grand frigo à canettes digne d'un bar pour teenagers, je cède pour une limonade. Jean-Luc Desmarais décapsule la bouteille qu'il me tend avant de se pincer la lèvre. Il soupire un grand coup, puis se décide à me détailler ce qu'il tracasse. L'histoire remonte à 3 mois, quand il a reçu par la poste l'enregistrement d'une jeune candidate potentielle, Solène. Joli minois, mais voix affreuse. Impossible pour lui de la sélectionner. Elle n'avait pas le niveau des auditions à l'aveugle. Mais l'enveloppe contenait aussi un avertissement. Jean-Luc a du mal à poursuivre. Je sens qu'il bloque à l'idée de me livrer une partie de son intimité. Rien ne sortira d'ici, je vous en fais le serment, lui dis-je pour le détendre. Il me regarde, gêné, puis acquiesce d'un léger mouvement de tête. L'auteur de la lettre prétend être au courant de la liaison du directeur avec une ex-candidate qu'il révélera au grand jour si Solène n'était pas sélectionnée. Il me confirme la véracité des faits. Il a donc manœuvré pour que cette candidate soit reçue au casting. Certains coquins coachs ne se retourneraient sur sa prestation et que la farce en resterait là. Il pensait que quelqu'un voulait la voir sur scène et que cela lui suffirait. Elle a repris timidement Let It Be des Beatles, succès planétaire et universel qu'elle n'a pas mis plus de 2 minutes à massacrer. Curieusement, un fauteuil s'est retourné au milieu de la prestation. Un bug technique, je lui demande. Malheureusement non, me dit-il. Il s'avère que le dit coach a aussi subi un affreux chantage. Il n'a pas déclaré une partie de ses revenus il y a 3 ans. La menace consistait en une dénonciation s'il ne qualifiait pas la candidate. Bien renseigné, votre maître chanteur. Comment le coach a-t-il reçu ces menaces? Comme vous, par la poste? Le producteur étire une virgule au coin de sa bouche. C'est là que ça devient intéressant. Une lettre directement glissée sous la porte de sa loge. Vous voulez dire que le maître chanteur est familier des lieux? Dites-moi, combien de personnes travaillent à faire tourner votre émission pour que j'évalue la liste des suspects potentiels? À peu près 200. Ah, quand même. Je ne me rendais pas compte. Il y a les techniciens, les maquilleuses, les coachs vocaux, ceux qui gèrent la régie, les équipements, la programmation, les caméramans, sans parler des talents eux-mêmes. 110 au départ de cette nouvelle saison. Qui a accès à la loge du coach? Une vingtaine de personnes en théorie. Vous voulez les noms? S'il vous plaît, continuez votre histoire car je crois que ce n'est pas tout à fait fini, n'est-ce pas? Je marque un point auprès du producteur qui me jette un coup d'œil malicieux avant de reprendre le fil de cette déroutante histoire. Il m'explique que l'étape suivante fut celle dite des battles. La candidate qui affrontait Solène s'est effondrée sur scène oubliant une partie de son texte, ce qui l'a éliminé de facto. Monsieur Desmarais n'avait jamais vu une telle déconfiture en 9 années d'émission. Après investigation, Robin, le Talent Angel, a découvert les menaces de mort qui l'ont conduite à se saborder. Un message tout en subliminalité. Si tu gagnes ta battle, tu es une fille morte. La farce est devenue sérieuse avec ces menaces de mort, je remarque tout haut. Comment la candidate a-t-elle été avertie? Une lettre glissée dans son sac à dos 3 heures avant l'audition. Vous avez conservé ces messages? Il fait gicler d'un geste vif la boucle de sa canette, puis me tend une chemise cartonnée avant d'expédier une rasade de coca au fond de son gosier. J'extrais les 3 documents à l'origine de l'ascension de la chanteuse de douche. Je remarque tout de suite le grain de papier identique, l'écriture semblable au stylo plume, ponctuée de belles lettres rondes et aérées. Le rançonneur ne s'est pas donné la peine de brouiller les pistes. Il veut qu'on sache qu'il agit seul. Mais quel est son mobile? Monsieur Desmarais poursuit son récit. Solène a ensuite été miraculeusement sauvée par le public, malgré une prestation aussi mièvre que les précédentes. Elle a chanté un tube de rock en prime time. La direction avait une telle peur de tuer son audience que Patrick, l'orchestrateur musical, a fait son maximum pour que la batterie et les guitares couvrent sa voix de crécelle. De façon tout à fait incroyable, la popularité de Solène n'a fait que grandir à partir de cet instant, prouvant que les peurs du producteur étaient infondées. Non seulement l'audience n'a pas chuté, mais elle a été décuplée à chacune de ses apparitions. Le public se reconnaît en elle, me glisse Desmarais. Ses imperfections en ont fait une figure familière, les gens se sont subitement mis à la soutenir. On sous-estime le pouvoir du pathos capable de réveiller les consciences humaines.
Je plante un regard torve dans celui du directeur. C'est touchant, mais bon, si vous sélectionnez une candidate médiocre et qu'elle est aimée du public, cela vous regarde, non? Faites-lui signer un album et vous gagnerez de l'argent. Vous ne comprenez pas, me dit-il. Nous serions la risée de toute la profession. Alors trouvez un moyen de l'éliminer. De la tuer? Mais non, de l'éliminer du jeu. Le directeur se met à sangloter bruyamment. Je vous demande pardon, je ne sais plus où j'en suis. Nous ne pouvons pas la disqualifier, ce n'est pas si simple maintenant qu'elle a les faveurs du public. Combien reste-t-il de shows télévisés? On touche au but. Nous sommes en demi-finale, nous enregistrons la prochaine émission ce soir en direct. Il m'explique qu'il reste 2 candidats par équipe de coach, soit 8 au total. La moitié sera éliminée dans la soirée, la finale scellera le vainqueur le samedi suivant. Je lui demande s'il prend ses menaces au sérieux. Il me répond qu'avant ce matin, il était plus intrigué qu'inquiet, mais un nouveau billet reçu dans la matinée l'a fait déchanter. Il ouvre le tiroir de son bureau et me tend une lettre au format semblable aux précédentes. Je la lis à voix haute. Ce soir, attendez-vous au meilleur show depuis le début de votre émission. Il y aura des étincelles. J'essaie de savoir si le producteur connaît des ennemis. Il m'avoue susciter des jalousies comme tout responsable d'émission à succès. Vous savez que ce jeu existe maintenant dans 30 pays, me lance-t-il. J'essaie de réfléchir au mobile. La récompense promise au vainqueur me vient en tête, le droit d'enregistrer un disque avec un éditeur de musique. Mais cela n'a pas de sens. Le rançonneur pense-t-il vraiment que cette jeune fille arrivera à ses fins avec un déficit vocal aussi patent? À moins que ce ne soit elle-même la maîtresse chanteuse, ce qui serait cocasse pour une fille à la voix falote. Le producteur me propose de réaliser une petite série de reportages vidéo dans le cadre de la dernière émission, l'occasion de recueillir les confidences des protagonistes sur les 9 dernières années de ce show très médiatisé. Il me confie la liste d'une douzaine de personnes habilitées à accéder à la loge du coach Panet, constituant ma liste principale de suspects. Il me donne carte blanche pour interviewer qui bon me semblera tant que je l'aide à déjouer cette sombre machination. 2 interrogations m'interpellent suite à ce long entretien. La première réside dans le timing des menaces. Pourquoi nuire au jeu maintenant, alors qu'il vient d'annoncer dans la presse que c'était l'ultime saison? Le deuxième a trait au mobile. Pourquoi vouloir faire progresser cette candidate, apparemment moins douée que les autres? Le but est-il de la mettre en avant ou de lui nuire? Que signifie le mot adressé à M. Desmarais? Le mot étincelle présente une dichotomie qui ne me permet malheureusement pas de trancher à ce stade. Je décide de juger la candidate controversée par moi-même, mais me rends compte que je ne sais pas à quoi elle ressemble. À la sortie du bureau du producteur, je croise Jonathan, un jeune talent plutôt affable. Il me propose spontanément son aide, mais quand je lui demande où se trouve Solène pour l'interviewer, il se raidit d'un coup, me demande pourquoi je perds mon temps à interroger une perdante. Je ferais mieux de lui poser des questions. Lui qui est également qualifié pour les demi-finales, mais avec de sérieuses chances d'aller au bout. Je dévisage ce petit brun aux cheveux gominés, bouc impeccablement taillé, qui porte une chemise à large col. J'insiste et lui propose éventuellement de le filmer ultérieurement. Il me dit en avoir sa claque, tout le monde ne parle que d'elle, même le présentateur la défend. Il m'indique à contre-cœur que la candidate se trouve en discussion à l'étage inférieur avec Clara Fabio, une des 4 coachs de La Plus Belle Voix. Je me souviens pour l'avoir déjà vue dans une émission de variété qu'il s'agit d'une belle femme à la longue chevelure blonde bouclée et au sourire éclatant. Ceci me permet de la reconnaître même si elle arbore un jogging, des baskets et un gilet à grosses mailles, loin des robes fringantes qu'elle doit porter fièrement lors des émissions. Je découvre l'effet caméra quand je dégaine celle que m'a confiée Desmarais pour mon petit reportage. La coach, en grande discussion avec une jeune femme, petite et trapue, me lance un « pas de film s'il vous plaît », puis nous abandonne sans préambule devant mes velléités de la mettre en boîte. Solène se tourne alors vers moi. J'explique que le producteur m'a demandé d'enquêter sur les coulisses de la dernière saison. Elle me lance un regard désœuvré en me demandant si ça doit passer sur YouTube, ce à quoi, pris de court, je réponds positivement. Bien m'en prend. Elle paraît se détendre, acceptant de répondre à quelques questions. J'apprends qu'elle a été abandonnée enfant, qu'elle chante pour se reconstruire, qu'elle a puisé son courage et son énergie dans cette tragédie qui l'accable. Elle a vécu, ballottée de foyer en foyer, à moitié élevée par une grand-mère, a mis fin à ses études en première année de fac. Elle veut retrouver ses parents dont elle assure ne pas tenir rancœur. Je sens, en effet, une détermination dans ses yeux, une envie de réussir. Pourrait-elle se trouver à l'origine de tous ces chantages? A-t-elle la rage contre la société à tel point qu'elle souhaite se venger, elle qui a dû se battre pour glaner le moindre centimètre de bonheur dans sa vie?
Je décide de la titiller sur ses performances musicales, arguant que certains journalistes ne la trouvent pas au niveau des autres, qu'elle a une chance incroyable de figurer à cette place. Elle me dévisage lentement, puis éclate d'un rire lugubre. Elle m'explique qu'il s'agit d'une bande de jaloux qui n'y connaissent rien. Elle vit pour la musique, s'est trouvée un public en chantant le répertoire d'Édith Piaf dans le métro parisien. Puis, elle hausse la voix contre ses détracteurs gagnés par une hystérie soudaine. Je commence à croire qu'elle n'a peut-être pas toute sa tête au moment où sa prosodie se fait plus douce et son propos plus généreux. La plus belle voix représente une grande chance pour elle de montrer à la France entière son talent. Elle ne souhaite pas la gâcher. Je la quitte perplexe pour me diriger vers le bureau d'Amanda qui fait partie de ma liste de suspects. Une svelte rousse aux larges épaules, la Caron, me reçoit dans la salle où elle aide les talents à répéter avant leur audition. Elle me fait signe de patienter pendant qu'une petite blonde au teint lymphatique pousse timidement la chansonnette. « Tu veux gagner la plus belle voix, Alexandra ? Alors chante un peu plus fort, tu veux ?» tonne la coach vocale d'un ton espiègle. La gamine, qui ne doit pas avoir plus de 16 ans, hausse les épaules, remet une mèche de ses cheveux et envoie une myriade de décibels dans le micro pour mettre un terme à la provocation. Puis, satisfaite d'avoir démontré ce qu'elle a dans le ventre, déguerpit sans dire un mot. « Ah, c'est jeune tout de même. Ah, ces jeunes, tous les mêmes. Tu les pousses un peu dans leur retranchement et ils prennent la mouche. Alors, il paraît que tu fais un reportage pour la dernière... Je ne savais pas qu'ils embauchaient des hommes mûrs pour le sale boulot, Loustel. Ne vous formalisez pas, je fais ça pour dépanner. Jean-Luc, c'est un vieil ami. Ok. Alors si tu veux l'aider, commence par filmer. Je mets quelques secondes avant d'actionner ma petite caméra, le sourire pincé, tout en pensant que je dois faire plus d'efforts pour me fondre dans un nouveau personnage. Amanda se confie sur son rôle ingrat dans l'émission. Elle prépare les candidats avant leur audition, leur fait faire des gammes, vérifie qu'ils sont sur la bonne octave pour être en accord avec l'accompagnement. Je lui demande ce qu'elle pense de cette dernière cuvée. Elle est plutôt excellente, les candidats talentueux et montrant une certaine audace. Je l'aiguille sur Solène. Elle me dit adorer ce talent, subtil et engagé, même si son timbre n'est pas le meilleur sur le papier. Puis, elle me confie qu'elle a l'âge d'être sa fille. Une idée me traverse l'esprit. J'essaie d'en savoir plus, de comprendre pourquoi elle me parle de filiation, si un drame se cache derrière, mais elle détourne le sujet à dessein. Pourrait-elle être la mère biologique de Solène ? Je réfléchis aux incidences d'une telle hypothèse. Et si c'était elle qui avait manigancé sa venue dans le jeu pour la retrouver ? Je l'aiguille sur un autre sujet. La réaction du producteur face à la chute annoncée d'un long règne télévisuel. Amanda me suggère d'arrêter mon enregistrement pour me parler en off de Jean-Luc. Un type qui a tout donné pour ce jeu et qui a été averti 1 mois après le début de la 9e saison que TF1 ne miserait plus sur ce jeu l'an prochain. Un coup dur qui a atteint cet homme à la carrure pourtant solide. Elle déplore la façon dont il a été traité, lui qui a tant rapporté à la chaîne. Mais c'est le show business. Il faut savoir mettre ses sentiments au vestiaire. Jean-Luc n'a pas de plan B pour l'an prochain. Il ne sait pas ce qu'il fera de sa vie. Peut-être en profiter pour souffler, mais cela ne lui ressemble pas vraiment. Il s'est confié à elle 1 fois ou 2. Alors elle cogite un peu. Il s'est confié à elle 1 fois ou 2. Ils ont bu un verre la veille au soir. Il avait un vague à l'âme. Il a même tenté de la draguer en lui glissant maladroitement une main sous la jupe. Elle l'a remise à sa place. Jean-Luc est un beau mec, mais elle vit une belle histoire avec un autre employé de l'émission dont elle préfère taire le nom. Je n'insiste pas sur l'identité de l'élu dont elle m'avoue être enceinte. Elle a 41 ans. Sa gynécologue lui a conseillé de ne pas traîner pour fonder une famille. Son amoureux semble le plus heureux des hommes, même si, divorcé, il doit gérer une situation familiale épineuse héritée de son premier mariage. Elle se demande pourquoi elle me raconte tout cela. Je la remercie pour le temps qu'elle m'a accordé. Ma prochaine cible se nomme Laurent Panet, le coach victime du chantage à la fraude fiscale. Je le retrouve goguenard en pleine séance de baby-foot avec Hugo, un talent de 19 ans. Il ne me prête aucune attention au premier abord, très occupé à chambrer sa jeune proie. Un autre candidat qui assiste à la partie me confie qu'Hugo, rocker dans l'âme, a arrêté ses études pour devenir chanteur aux grandes dames de ses parents. Lui-même a mis fin à des études de droit pour pousser la chansonnette dans des bars du quartier latin. Je serais toujours épaté que certains esprits débridés aient le courage de tout miser sur la providence. Quand Laurent Panet comprend que je réalise un petit reportage sur la dernière de l'émission, il me fait signe de patienter quelques instants. Après une jolie roulette qui lui donne la victoire sur le jeune Hugo,
Lui suggérant une nouvelle fanfaronnade, il me propose de le suivre. Je suis frappé par sa longue chevelure brune qui contraste avec son bouc blanc vaporeux, lui conférant un style de sage tibétain. Sa petite taille, ses yeux pétillants et son visage suggèrent une intensité qui semble l'ancrer dans l'instant présent. Il me le confirme une fois assis dans un fauteuil de sa loge en plantant profondément son regard dans le mien. Je parierais qu'il s'adonne à la méditation. Après quelques questions pour faire connaissance, il se lance dans une série d'anecdotes sur le jeu, fouillant sa mémoire, lui qui détient le record de longévité des coachs avec 7 participations. Je lui évoque le cas de Solène, sa candidate, devenue mascotte du public. Il semble embarrassé avant de me livrer une réponse politiquement correcte. Vantant le courage du talent, j'insiste pour avoir sa vraie opinion. Il se pince la lèvre, puis me demande d'arrêter de filmer pour me livrer le fond de sa pensée. Laurent se montre volubile et très peu pudique, pas besoin de beaucoup l'aiguiller pour qu'il me livre toute la vérité sur l'ascension de Solène. Il me parle des lettres de menace, me relate son évasion fiscale, motivée par un sentiment d'injustice profonde. Il a toujours honnêtement gagné sa vie, a été sidérant en décortiquant son premier bulletin de paie de voir ce que l'État français ponctionnait. Il a cru à une erreur et s'est lâché sur la fonctionnaire qui lui a conseillé de changer de lunettes. Tous ses amis se sont installés en Suisse ou à Monaco. Lui a toujours refusé de fuir son pays, ayant grandi au cœur de la Bourgogne. Alors oui, il a été mis en relation avec un conseiller en optimisation fiscale et a placé de l'argent sur des comptes à l'étranger, mais il ne regrette rien. Il se montre même assez fier de la chanson qu'il en a tirée, devenue un tube, sous forme de pied de nez au fisc qui lui a réclamé des royalties. Puis il me donne son avis sur l'histoire qui se trame derrière ce sombre chantage. Pour lui, un des talents présents dans l'aventure, Jonathan, se sert de Solène pour gagner. Je repense au jeune homme, au bouc, croisé plus tôt, vexé que je m'intéresse à une rivale. Il n'aurait pas hésité à manipuler tout le monde pour arriver à ses fins, selon Laurent, une demi-finale en tête-à-tête avec Solène. Il sait qu'elle a pu faire allusion sur une chanson, mais qu'elle ne tiendra pas la cadence de 3 à la suite. Elle apparaîtra pour ce qu'elle est, une chanteuse de seconde zone qui n'enregistrera jamais un album. D'autre part, les 3 dernières saisons ont été dominées par des candidates. Le public, sensible à l'équilibre des sexes, votera selon lui massivement pour un garçon. Jonathan a donc toutes ses chances en finale. Il affrontera 3 autres candidats, les préférés de chaque équipe. 2 d'entre eux seront forcément des femmes, dans l'équipe de Clara Fabio et dans celle de Kima. L'inconnu demeure le finaliste de l'équipe de Marc Vallone. J'écoute attentivement le coach, j'essaie de savoir d'où lui viennent ses suspicions. Il m'avoue avoir mené sa propre enquête car il n'est pas homme à se faire rouler sans réagir. Jonathan paraît nerveux à son abord alors qu'il ne présente aucun trac sur scène. De plus, il l'a surpris en train de rôder dans le décor du Prime et à 2 reprises devant sa loge. Ses observations ne me paraissent pas décisives dans la recherche de la vérité, mais je retiens sa théorie qui n'est pas dénuée d'intérêt. Je lui demande si un autre coach pourrait lui en vouloir au point de lui coller une candidate médiocre pour ridiculiser son équipe. Il me regarde étonné et m'avoue ne pas avoir pensé à cette hypothèse. Il s'entend bien avec tous, excepté peut-être avec Marc Vallone, mais parce qu'il le connaît moins, nouveau venu dans l'aventure. Je m'étonne d'une telle remarque. Quelles sont les chances que 2 talentueux chanteurs français de la même génération n'aient jamais eu l'occasion de se rencontrer durant leur longue carrière? J'en déduis qu'ils ne s'aiment pas. Ce conflit peut-il être à l'origine de cette affaire? Je lui demande ensuite l'autorisation de prendre un selfie avec lui, ce qu'il accepte volontiers. J'envoie la photo à ma fille avec un petit commentaire. « Tu veux assister au plus grand show de la télé ce soir ?» Sa réaction ne se fait pas attendre, elle m'appelle dans la minute. « Dis-moi que c'est une fake news, papa. »« Non, ma fille. J'ai 2 places pour la demi-finale. Je mène une enquête pour la production de l'émission, alors c'est leur moyen de me remercier. »« Tu n'es pas payé quand tu joues au détective ?» J'éclate de rire. En tout cas, c'est bien la première fois que ton nouveau boulot te procure des à côté qui en valent la peine. C'est trop tard. On se retrouve à quelle heure? Viens à 19h si tu veux jeter un coup d'œil aux coulisses. Mais non, c'est pas vrai. En raccrochant, je tente de faire le point sur l'enquête. Je dénombre 4 suspects à ce stade. Le producteur joue sa dernière saison, il a toutes les raisons d'en vouloir à la chaîne et pourrait fomenter une action de grande ampleur lors du prime. La candidate Solène est orpheline. Amanda, la coach vocale, a l'âge d'être sa mère et la cajole. A-t-elle voulu profiter du jeu pour la retrouver? Jonathan pourrait l'avoir attirée dans le jeu pour s'offrir un moyen d'atteindre la finale et remporter le jeu. Quant à Marc Vallone, il pourrait tenter de gagner en humiliant ses concurrents, dont Laurent Panet, avec qui il ne semble pas très ami.
Je décide de relire les lettres de menace pour essayer d'y voir plus clair. Les premiers mots ne me donnent aucune prise. Menace classique. Je reprends le dernier message. Ce soir, il y aura des étincelles. Je sens que tout est là, dans ce bout de phrase sibyllin. Que veut dire le maître chanteur? Je décide d'effectuer quelques recherches sur la toile. Après quelques clics, je découvre qu'un des titres de Mark Vallon s'intitule « Mes étincelles ». J'écoute attentivement ce hit, le 3e de son 2e album. La chanson parle de la dépression d'une jeune femme. L'histoire se finit mal, elle se suicide en se jetant sous les roues d'un tramway créant des étincelles. J'en déduis que les intentions du maître chanteur ne sont pas positives à l'endroit de Solène. Que lui veut-il? L'humilier? La tuer? Je fais quelques pas en direction de la cafétéria pour me servir un ristretto. J'y croise Manos, le présentateur du jeu qui touille son kawa à l'air un peu absent. Il me salue courtoisement et me dit avoir entendu dire que je réalisais un mini-film sur la dernière saison. Heureux d'apporter sa pierre à l'édifice, il s'épanche. Il n'a jamais eu autant d'émotion qu'en commentant le télécrochet le plus célèbre de France. Je sens un personnage sensible qui développe une certaine dose d'empathie envers les candidats. Je lui demande en off de me parler de Solène pour juger sa crédibilité. Il m'avoue avoir été plus ému par son histoire que par la qualité de ses cordes vocales. Il n'est pas insensible au courage qu'elle a développé pour parvenir à ce niveau de la compétition avec un talent limité. Lui-même se dit chanceux d'être là où il est, après avoir quitté jeune son pays, errant de petit boulot en petit boulot avant d'être repéré pour jouer le grec de service dans l'émission de Christelle Vabreau. Il est conscient que la présence de Solène en demi-finale relève du miracle. Il n'est pas dupe. Elle a un lien avec le coach Panet qu'il n'a pas réussi à déterminer. Il lui souhaite le plus de chance possible mais préfère Laura, une blonde plantureuse de 40 ans qui envoie un maximum dans les aigus. Je lui demande si son rôle ne doit pas être impartial. Il me dit avoir toujours eu des chouchous et des candidats qui l'ont davantage fait vibrer que d'autres. Il aime les envolées lyriques, méditerranéens dans l'âme qui garde un souvenir attendri de la voix imposante de sa mère décédée 5 ans plus tôt. Mon téléphone carillonne sur l'air de Frank Sinatra, New York, New York. Serena, atteinte d'hystérie, me demande comment elle doit s'habiller pour le show. J'avoue n'en avoir aucune idée et demande à Manos un conseil. Il me suggère jean et basket. Votre fille vient au Prime, me lance-t-il? Oui, le producteur m'a offert un pass, car il sait que ma fille est fan de votre émission. Il m'avoue avoir lui-même une fille plus jeune que Serena, mais qu'il ne voit presque pas. Il est devenu père trop jeune. Il envie la chance que j'ai d'être proche de la mienne. S'il savait où en était notre relation 3 mois plus tôt. J'essaie d'en savoir plus sur les relations entre les coachs. Pour lui, ils forment une belle équipe, même si Marc et Laurent ne semblent pas très proches. Ce dernier ayant demandé à ce que son fauteuil ne soit pas collé à celui de son alter ego. Il ne connaît pas la vraie raison de cette distanciation, mais croit avoir entendu parler d'une querelle lors d'un concert pour une association. Lors d'un duo, l'un aurait grignoté le couplet de l'autre, ce qui aurait généré un drame. L'histoire lui paraît stupide, mais symptomatique d'un milieu où les égos font la loi. Avant de le quitter, je lui demande de me guider vers Robin, le talent angel, autre suspect de ma liste, ayant pu accéder aux loges des coachs et qui pourra m'éclairer sur les rapports entre Solène et Jonathan. Il traîne sur le plateau pour les répétitions aux côtés de Phil, le backliner, un des grands Manitou de l'orchestration des émissions, et Dédé qui fournit les instruments au talent. 2 autres suspects potentiels. Phil a un authentique look de baba cool, dreadlocks, barbe hirsute, pull et capuche. Dédé a un air plus conventionnel, un sémillant chauve qui arbore une chemise foncée, un pantalon de toile et une paire de vannes, orange et noir. Seul signe visible chez lui d'excentricité. Je me présente et décrit l'objet de mon reportage. Il m'accueille avec enthousiasme. J'apprends que Dédé fournit un panel d'instruments très large, de l'harmonica au banjo en passant par la harpe. Je suis étonné d'une telle richesse pour un jeu qui se concentre a priori uniquement sur les performances vocales. J'apprends que, dans certains cas, cela permettrait d'imprimer un style à un candidat, comme le fameux Jean-Luc d'Herbogiste, qui a sorti un album de musique médiévale grâce à l'apport du bouzouki irlandais, du laude et des grelots. Je les sonde sur les possibilités d'accéder à leur matériel pour le trafiquer dans le but de nuire à un candidat. Leur réponse se montre limpide, rien ne peut se faire dans leur dos. Si les instruments sont manipulés par d'autres mains, ils le sauront. Robin, le Toulousain bondissant, se montre dithyrambique à propos de ses talents. Il m'évoque une cuvée excellente. Il demeure étonné, année après année, du réservoir de chanteurs d'un grand niveau dont regorge le pays. J'oriente la discussion sur Jonathan. Il me confie bien aimer ses performances. Le garçon a un bon potentiel, probablement le favori à ce stade pour la victoire finale.
J'écoute attentivement le Talent Angel tout en considérant le plateau où les candidats viendront défendre leur chance un peu plus tard. Il fourmille de petites mains qui s'affairent pour ajuster le son, les fauteuils des coachs, les éclairages. Je prends conscience du travail colossal pour rendre le show possible. À quel point Jonathan veut la victoire, je m'enquiers. Je crois qu'elle l'obsède, il serait prêt à tuer père et mère pour l'obtenir. Quelles sont ses relations avec les autres candidats? Médiocres. Tous le voient comme un chanteur talentueux, mais arrogant et sûr de lui. Il passe ses journées seul. Il me sollicite souvent d'ailleurs. Je me force à jouer au baby avec lui, un peu par pitié. Il s'entend bien avec Solène? Il la déteste, me confie-t-elle. Il pense que c'est une imposture, elle n'a rien à faire là. Elle aurait triché pour accéder à ce niveau, selon lui. Et cela pourrait être vrai? Impossible, personne ne peut tricher à ce jeu. Tout est bien verrouillé. Même en faisant pression sur un des coachs, par exemple? Non, je ne le crois pas. À cet instant, Solène traverse la scène à vive allure devant nous. Elle tient son téléphone dans la main, le teint cadavérique. J'en déduis qu'elle a dû apprendre une mauvaise nouvelle. Je décide de la suivre, abandonnant Robin à son sort. Elle quitte le plateau et se dirige machinalement vers les toilettes comme un fantôme errant. Je l'intercepte au passage et lui demande ce qui ne va pas. Elle me regarde avec une expression figée de stupeur puis éclate en sanglots. Elle me tend son téléphone pour que je constate moi-même l'origine de son désarroi. Une tête de mort agrémentée d'un mot explicite. Fin de parcours ce soir, ma belle. Profite de tes dernières heures de vie. Je lui demande si elle se connaît des ennemis. Elle me dit que non. Elle ne comprend pas ce que tout ceci veut dire. Qui en veut à sa vie? Elle n'a rien fait d'autre que chanter. Elle continue de sangloter de plus belle. Je lui suggère d'en parler au producteur, ce qu'elle refuse catégoriquement. Elle ne veut pas passer à côté de son audition. Je vérifie le message pour voir d'où il a été émis. Le numéro masqué provient d'un site d'envoi anonyme. Le maître chanteur a accentué son ouvrage. Souhaite-t-il déstabiliser la chanteuse ou veut-il la tuer? L'hypothèse ne me paraît pas irréaliste vu le mal qu'il s'est donné pour la mener jusque-là. Je dois me montrer vigilant. Je suggère à la chanteuse de prendre ses menaces au sérieux. Elle reprend pied, sèche ses larmes et m'annonce qu'elle va aller au bout de sa performance. Elle ne souhaite pas procurer à un plaisantin le plaisir de sa chute. Je décide d'en parler à Desmarais. Je le trouve dans son bureau, occupé à traiter des mails. Il peste contre ses employeurs qui lui demandent de diffuser davantage de publicité lors de la demi-finale. Pour lui, le show ne ressemblera plus à rien qu'une réclame gigantesque entrecoupée de quelques chansonnettes. Je lui parle illico des menaces dont Solène vient de faire l'objet et lui conseille d'avertir la police. Cette deuxième salve de menaces mortelles devrait le rendre méfiant. Il me dévisage rudement et me dit que ce n'est pas possible. Pour l'instant, il ne s'agit que de menaces. Les policiers vont soit arrêter l'émission sans raison valable, soit en rigoler et classer l'affaire faute de concret. À cet instant, l'animateur du jeu pénètre en titubant dans le bureau, présentant les symptômes d'une asthénie profonde. « Putain, un mec m'a agressé dans ma loge, il a voulu m'étrangler, c'est quoi ce bordel ?» Le producteur lui suggère de s'asseoir pour lui expliquer la situation. « As-tu pu voir de qui il s'agissait ?» Non, l'enfoiré a éteint la lumière, mais j'ai senti un objet métallique comme une bague ou un truc du genre quand il avait ses mains autour de mon cou. J'ai presque perdu connaissance, mais j'ai réussi à lui donner un coup de pied et il a filé. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Luc? Putain, j'ai failli crever. Le gars de la sécurité a mis une plombe à se pointer. On a eu des menaces, Manos. Autour de la candidate Solène, un mystérieux maître chanteur veut lui nuire. Il m'a menacé, a menacé Laurent Panet et une autre candidate concurrente. Quoi? C'est quoi ce bazar? C'est pour ça qu'elle est en demi-finale? Oui, je te présente Matt qui est détective, il va nous aider à coincer ce fou. C'est dingue, pourquoi tu m'as rien dit? Je voulais pas perturber le show, en plus la menace n'était qu'écrite. Maintenant que nous savons que notre cible peut passer à l'acte, nous allons renforcer la sécurité. Je vais doubler le staff des vigiles ce soir. Quoi? vocifère-t-il, mais c'est hors de question. Ça ne sert à rien à moins de mettre un garde du corps derrière chaque porte. Calme-toi, Manos. On va trouver une solution. Tu peux assurer pour ce soir? Quelqu'un t'accompagnera à ta loge, ok? N'importe quoi, c'est la dernière, Jean-Luc. Moi, je tiens pas à la finir sur une civière. L'animateur ressort de la pièce ayant visiblement retrouvé quelques couleurs. Il manquait plus que ça. Je n'ai personne d'autre. J'espère qu'il va être en état d'assurer son contrat ce soir en animant le live, sinon nous sommes fichus. Il manquait plus que ça. Je n'ai personne d'autre. J'espère qu'il va être en état d'assurer son contrat ce soir en animant le live, sinon nous sommes fichus. Bon. La police aura plus de concret cette fois, à votre avis, non? Ah, Matt, vous allez me lâcher avec ça. Pourquoi je vous paie sinon si c'est pour demander de l'aide aux flics? J'ai quitté la police, monsieur Desmarais.
Je ne serai donc pas en mesure d'assurer votre sécurité ou celle des autres participants à votre émission. Eh bien, tant pis, il faut bien mourir de quelque chose. Quoi qu'il en soit, ma carrière est fichue, alors à quoi bon? Votre cynisme ne vous sauvera pas. Ce soir, un événement dramatique s'accomplira et vous en serez complice si vous ne faites rien. Je décide de laisser mariner le producteur dans son inconscience. Il ne semble pas en mesure de stopper la bonne marche du jeu et je crains pour la vie de Solène. L'après-midi se prolonge sans nouvel incident. Manos finit par se calmer. Desmarais a renforcé la sécurité. Le business peut reprendre ses droits. Serena me rejoint dans les studios de la Plaine Saint-Denis. Robin nous fait découvrir les coulisses de l'émission. Ma fille redevient cette gamine de 12 ans curieuse de tout. Elle s'émerveille devant la taille des gradins qui peuvent accueillir 2000 spectateurs en délire. Harcèle le talent angel de questions, puis finit par le supplier de lui signer un autographe et de lui présenter Kima et Clara Fabio, ses coachs préférés, ne cachant pas son penchant groupie. Robin éclate de rire, me dit que j'ai une fille adorable et accepte, arguant que la rencontre sera plus aisée après l'émission, à l'after qui aura lieu dans un bar de la capitale. Serena explose de joie. Je ne crois pas l'avoir vue aussi pétulante depuis longtemps. Elle me saute au cou quand elle découvre que nous sommes assis au premier rang, position stratégique pour intervenir sur la scène au cas où les événements ne deviennent hors de contrôle durant le live de la plus belle voix. Le show se met en place. La salle se remplit tranquillement d'un public bon enfant qui gesticule sous un air entraînant de Slamine, ancien vainqueur du jeu, dont le dernier album s'est classé disque de platine en 3 semaines. Puis, les coachs font leur apparition dans l'arène. Chaudement applaudis, Kima, vêtue d'un costume bariolé et d'une fine cravate, lance quelques vannes qui détendent la salle. Clara Fabio, habillée tout de cuir, des pieds à la tête, exhibe quelques pas de danse sur ses talons aiguilles acérés comme de fines lames, puis ils prennent place dans leur fauteuil. Je remarque que Marc Vallone, sobrement équipé d'un costume beige sur une chemise foncée, se place à l'extrémité gauche, Laurent Panier, qui arbore une tunique blanche à col Mao, à l'extrémité droite. Jean-Luc Desmarais, en costume cravate, s'assoit aux premières loges. Privilège du chef. Il me lance un clin d'œil qui ne me trompe pas sur l'étendue de son stress. Puis, les lumières du plateau s'éteignent, la petite musique jingle se lance, la main au micro argenté fait son apparition au centre de la scène, sous un éclairage rouge carmin. Manos surgit élégant comme à son habitude dans son complet bleu foncé. Il prend la parole pour évoquer le début des demi-finales. Le premier candidat à défiler n'est autre que Jonathan. Il interprète en costume doré et basket bleu le tube d'Ed Sheeran, Galway Girl à la guitare sèche. Il se meut fébrilement sur un grand cube qui monte et descend sous une belle nuit étoilée. Sa performance est éblouissante, très juste techniquement et très sensible, me faisant oublier l'espace d'un instant le danger qui pèse sur les festivités. Je comprends mieux ce qui suscite chez ce garçon son arrogance. Il dispose d'un génie musical indéniable, un portamento très subtil qui peut lui permettre de viser loin. Il se décale sur le côté de la scène, laissant la place à la candidate suivante, qui s'avance timidement depuis le fond du décor, déambulant les marches d'un grand escalier tressé, où de nombreux cœurs faussement gravés sur le bois pointent une ambiance romantique. Je reconnais Solène. Malgré la lumière bleue tamisée qui envahit la salle, elle a endossé une robe bustier à paillettes claires qui lui donne des allures champêtres. Elle a choisi d'interpréter « Je t'aime », un titre de Clara Fabio. Manos évoque une grande prise de risque. Elle débute timidement, le public la sent nerveuse et tape dans ses mains, puis la candidate se lâche un peu et envoie tout ce qu'elle a sur le deuxième refrain, frôlant l'excès de vitesse. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je jette un coup d'œil au coach. Clara Fabio, excitée d'écouter sa création, se dandine comme une diablesse. Elle encourage comme elle peut la candidate, tentant de lui transmettre un peu de sa folie. Laurent Panier semble dubitatif comme un sage qui n'ose se prononcer, alors que la situation dérape. Kima gesticule dans tous les sens pour accompagner la performance, indifférent à la catastrophe annoncée, tandis que Marc Vallone reste de marbre devant le début du naufrage. C'est à cet instant qu'un détail m'attire l'œil. Les bagues en acier qu'il porte à 3 de ses doigts. Peut-il s'agir d'une coïncidence ? Jonathan semble également tendu dans le coin de la scène. Il jette des coups d'œil inquiets autour de lui. Jean-Luc Desmarais mâchouille nerveusement un chewing-gum. Quant à Amanda, au second rang, elle détourne le regard comme si elle ne pouvait supporter la déconfiture de sa chouchou. En y regardant de plus près, je comprends qu'elle vise une personne de l'orchestre à qui elle fait des yeux doux. Je me tiens prêt à intervenir, guettant les fameuses étincelles. Solène poursuit sa chanson, visiblement plus libérée.
Je trouve sa performance courageuse, même si sa voix semble étriquée et qu'elle peine à trouver de la justesse. Si je n'avais pas su comment elle avait gagné son ticket pour la demi-finale, j'en serais le premier surpris. Serena me glisse à l'oreille que la candidate craint qu'il n'y a pas photo avec le beau Jonathan dont elle a kiffé la prestation et le style. Solène attaque le dernier refrain comme un coureur cycliste à bout de force, une côte vertigineuse. Elle pousse avec envie, mais ne semble plus avoir de gaz dans le réservoir. Ce morceau trop contraignant lui fait perdre pied. Elle tente un fading en attaquant la note par le bas, mais ne parvient jamais à remonter au grand désespoir de Clara Fabio qui écarquille de grands yeux, où je lis toute son inquiétude. La chanteuse continue, mezzo voce, tandis que l'orchestre imperturbable déroule sa partition. Le chant de Solène se transforme en chant du cygne. Sa voix s'éraille avant de se perdre dans les faux plafonds du studio de la Plaine Saint-Denis. La candidate en perdition implore son coach du regard, les yeux rougis de détresse. À cet instant, l'improbable se produit. Un bruit sourd envahit la salle, accompagnant la chute d'un projecteur aérien qui se pulvérise sur la scène à 1,50 m du talent. L'étincelle vient de se produire. L'orchestre arrête de jouer. Solène recule instinctivement. La panique submerge le public. Tout devient confusion. Il n'y a plus de show, plus de concours, 3 vigiles accourent. Monsieur Desmarais monte sur le plateau. Tout va très vite. Je découvre que Jonathan a pris la poudre d'escampette. Marc Vallon demeure impassible. 2 attitudes coupables. Lequel des deux a voulu intenter à la vie de la candidate? C'est une question de secondes avant que la bousculade ne commence. Le producteur prend la parole pour arrêter le tournage, fait très rare pour un direct à la télé. L'étincelle se produit à cet instant dans mon cerveau. Pourquoi le maître chanteur a-t-il monté une mascarade si grossière? Pourquoi envoyer cette tête de mort pour avertir la candidate? Pourquoi tenter de l'atteindre avec un élément du décor, ne sachant pas où elle serait positionnée durant son chant? Ceci n'a pas beaucoup de sens, à moins de réfléchir à ce qu'on ne voit pas. Une technique que m'avait enseignée mon premier instructeur à l'école de police. Parfois, les événements parlent d'eux-mêmes. Parfois, il faut savoir déceler l'invisible. La stratégie du tueur m'apparaît alors clairement quand je croise le regard inquiet d'Amanda. Tout ceci n'est qu'un leurre pour nous empêcher de regarder dans la bonne direction. J'essaie de trouver Solène du regard, mais ne la vois plus. Mon suspect l'a sans doute exfiltrée en coulisses et profite en ce moment de la confusion pour lui régler tranquillement son compte. Cela fait partie de son plan machiavélique. Voilà pourquoi il s'est donné autant de mal. J'exhorte ma fille à ne pas bouger de son siège sur lequel elle demeure en sécurité et me précipite sur la scène, écarte du bras un spectateur hébété. Je me heurte à Desmarais qui me demande ce qui se passe. Je lui propose de me suivre dans la partie backstage. Nous faisons abstraction du bruit et des cris et progressons dans un couloir désert, pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Nous entrons dans une salle de repos de forme carrée, un grand canapé et 2 fauteuils faisant face, un écran géant qui avertit de l'arrêt momentané du show. Manos se dresse là, en compagnie de la candidate au teint livide. Il nous explique qu'elle a eu très peur, qu'il a pensé la mettre à l'abri et lui donner un peu d'eau. Solène semble terrorisée. Elle tient un gobelet à la main. Elle le porte à ses lèvres, mais je suis prompt à l'en empêcher. « Je serai vous, je ne boirai pas ça. » Pourquoi demande-t-elle? Parce que ce verre est empoisonné. Quoi? C'est quoi ce délire? Rétorque le présentateur. C'est la fin du voyage, Manos. Je sais maintenant que vous êtes à l'origine de ces menaces et que vous en voulez à la vie de Solène. Mais enfin, rétorque Desmarais très surpris, qu'est-ce que vous racontez, Matt? La vérité, monsieur le producteur. J'ai compris que Manos était en couple avec Amanda. C'est à lui que la coach vocale envoyait ses doux regards depuis le public. Elle est enceinte et ils sont sur le point de fonder une famille. Mais voilà, votre animateur a déjà une fille qu'il a abandonnée à la naissance. Je l'ai compris quand j'ai parlé de la mienne. J'ai senti à sa réaction de protection qu'il avait vécu un drame, que quelque chose était arrivé à son enfant. Le problème est que Solène a entamé des démarches pour retrouver ses parents biologiques. Manos a dû prendre peur et l'a attirée ici pour la tuer. Quel serait le mobile? Demande Jean-Luc. Son mobile est l'héritage. Il ne souhaite pas avoir à donner l'argent qu'il a durement accumulé, lui qui est parti de rien. Il ne veut pas donner à une fille dont il n'a pas voulu. Le droit français l'oblige à donner la moitié de ses biens à sa fille si elle est unique, 1/3 si elle a un frère ou une sœur. Mais enfin, c'est n'importe quoi, rétorque Manos, lâchant un éclat de rire trop généreux. Vous avez compris que j'étais détective avant de venir trouver monsieur Desmarais dans son bureau. Vous avez imaginé cette agression pour me lancer sur une fausse piste, celle de Marc Vallon, qui ne s'entend pas avec le coach de Solène, Laurent Panet. J'aurais pu le soupçonner de vouloir humilier son concurrent. Comme vous pensiez que je soupçonnais naturellement Jonathan, dont vous avez titillé la jalousie, en portant Solène au nu, j'avais 2 suspects sous la dent. Il vous suffisait de provoquer une diversion. Vous avez traîné cet après-midi en coulisses et décroché ce spot. Par chance, il est tombé en pleine prestation de Solène. Mais où qu'elle soit, vous aviez prévu d'emporter en coulisses la candidate que vous savez émotive et qui vous fait une confiance aveugle.
Vous n'avez aucune preuve, me lance le présentateur d'un ton impudent. Vous avez fait une erreur. Vous nous avez indiqué avoir senti un objet métallique sur le cou au moment où votre agresseur vous étranglait. Votre intention était de m'orienter sur Marc Vallone qui porte plusieurs bagues. Mais c'est parfaitement impossible. Une strangulation à main nue se fait par pression du bout des doigts. On ne peut pas sentir le contact d'une bague avec la peau. Votre discours était donc incohérent. C'est cette découverte qui m'a fait remonter le fil pour vous soupçonner et comprendre ce que vous aviez en tête. Pour le mobile, j'ai repensé à ce qu'Amanda m'avait confié sur son amant. Il a une situation familiale compliquée dont il essaie de se sortir. J'ai compris que vous vouliez faire table rase et repartir à zéro avec votre nouvelle famille. Je suis devenu père trop jeune, m'avez-vous confié. Je prends ça maintenant pour un aveu. Manos fait mine de baisser la tête, puis se retourne d'un geste vif et se précipite vers la sortie, une vingtaine de mètres plus loin. Le producteur hurle à l'animateur de se rendre pendant que j'emboîte le pas de ce dernier, conseillant à mon employeur de faire appel à la sécurité, même si je la sais occupée à rétablir le calme dans la salle. Je sais que je vais devoir compter sur mes capacités sportives. Je mouline mes jambes aussi vite que je peux. Manos ne court pas très vite, mais il a un peu d'avance. Il emprunte le corridor qui mène vers la sortie du studio. Je fonce sans réfléchir, conscient que mes chances de rattraper l'animateur s'amenuisent au fil des mètres. Je ne me suis jamais considéré comme un grand athlète, mais je compense par un mental sans faille. Ma proie à emprunter l'escalier se détale derrière lui. À l'instant où je repousse la grande porte métallique, je sens une pression sur ma chemise. Manos me fait basculer dans le vide. J'ai le réflexe de l'attraper par la cravate et l'entraîne avec moi dans ma chute. Nous dégringolons tous les deux au bas d'une dizaine de marches. Mon épaule fragile heurte un des murs. Le pied de mon agresseur appuie sur ma cuisse, déclenchant aussitôt une vive douleur. Il est malheureusement le plus prompt à se relever, me saisit vigoureusement par le col. Je sens qu'Arictus illumine son visage au moment où son poing se balance en arrière pour prendre l'élan nécessaire. « Tu vas me le payer, enfoiré !» Sans réfléchir, j'expédie mon front avec toute la force possible dans sa direction. Son nez sur le passage éclate sous l'impact, provoquant une giclée d'hémoglobine qui m'éclabousse le visage. Manos relâche mon col, pendant que j'enchaîne avec un uppercut au menton qui met fin à sa résistance. 2 agents de sécurité arrivent à point nommé pour récupérer les restes de l'animateur fou et m'aider à me relever. Desmarais me remercie chaleureusement, même s'il sait que l'arrestation de son présentateur vedette sonne le glas de ses ambitions pour la saison prochaine. Il me tend son mouchoir pour que je m'essuie le visage avant que je ne regagne la grande salle pour retrouver Serena. Inquiète, elle me demande ce qui s'est passé. Je lui réponds que je suis content d'avoir pu lui faire découvrir l'émission. Conscient qu'il n'en existera plus, je lui propose de l'inviter à dîner dans un bon restaurant, grâce à la rémunération dont cette enquête m'a gratifié. Ma fille accepte de bon cœur en pensant à ce beau Jonathan, qui chante comme un dieu, mais ne vivra peut-être jamais de sa passion.